aujourd'hui, c'était l'élargissement des peines pour tous. Pour les prisonniers d'opinion seulement. Oui, pour les prisonniers d'opinion. De toute façon, les autres, tous ces voleurs-là, ils sont déjà dehors. Ce qui m'a mis hors de moi, c'est qu'il ait refusé de prendre les vêtements de Simon que je lui tombais. Tu te rends compte, hein? Refuser les vêtements que lui apporte sa famille le jour de sa sortie. C'est vraiment inimaginable. Mais dans quelle tenue va-t-il sortir? En ayant? En vareuse de détenus ou quoi? C'est sûrement ce qu'ils veulent. Mais le pire, c'est comment ils nous ont traités. Allez vous asseoir sur le banc là-bas dans la cour. On vous appellera le moment venu. Attendre toutes ces années et subir à la dernière minute la dictature du moment venu. Tu comprends pourquoi les gens maintenant peur. Tu comprends? Ah, ça jamais. Jamais. Ça. Regarde qui est là. C'est ma tante. Et qui est la femme à côté d'elle? Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Attendre, c'était trop long pour nous. On n'a pas pu s'empêcher de venir. Mais pourtant, les rôles étaient bien définis. Nous, on venait l'accueillir et vous restiez pour préparer la réception. Tellement de choses sont passées derrière vous. Qu'on s'est senti obligé de venir. Mais c'était prévisible, non? C'était prévisible. Est-ce que tout est prêt? La table des invités a été préparée comme convenu et les repas sont prêts. J'espère que la table de la famille a été mise. Bien évidemment. Et que vous avez pensé à l'assiette de son père. C'est vrai qu'il y avait l'assiette de son père. Bon Dieu! S'il y avait quelque chose à ne pas oublier, c'était bien celle-là. Mais son assiette, bien sûr. À droite, celle de son père. À gauche, la mienne. Et la mienne en face de la sienne. Avec les deux enfants de chacun. C'était le plan de câble qui avait été retenu. La disposition est bien celle-là. Mais il ne manque que l'assiette de son père. Mais comment ai-je pu oublier de la mettre? Cela m'est complètement sorti de la tête. Repartez de ce pas à la maison, terminez le travail. Et s'il vous plaît, remettez-moi un peu d'ordre dans tout cela. Faudrait-il encore qu'on y arrive? Et pourquoi vous n'y arriverez pas? Si vous avez vu comment la maison a été envahie, d'un seul coup, on a été débordés. Par qui? Des journalistes qui sont venus de partout. Ils ont débarqué sans crier garde. Comme ça, d'un seul coup, comme s'ils s'étaient donné le mot. Les enfants m'ont dit que certains venaient d'Europe, d'autres d'Amérique ou d'ailleurs. Ils sont arrivés par gros et sains comme des abeilles, sans compter les nôtres. Des caméras de toutes sortes, des micro-perchés, radio, télé. Ne parlons même pas des journaux, des femmes, des hommes. Mais enfin, je ne sais que vous dire. La maison est devenue une véritable arche de Noé. C'était le moment de rester sur place, justement. Vous savez, les journalistes et moi, ils me sont tombés dessus comme des sauterelles. Une nuée de sauterelles, je vous dis. Ils cherchaient tous à avoir mon nom, à m'interviewer. J'ai vite fait de me fixer. Et moi, avec elle. Dommage. Parce qu'il y avait encore beaucoup à leur dire. Ce n'est pas moi. C'est Simon qui les intéresse. Mais tout de même, c'était une belle... Elle a même réussi à répondre à 2 ou 3 questions. Si on peut appeler ça des réponses. Avant même que tu n'aies terminé la première phrase, il te pose déjà une autre question. Puis une troisième. Et puis encore. J'ai commencé à béliger. Et au détour d'une phrase, j'ai profité du brouhaha pour me dérober. Cela m'a permis d'ailleurs de lui amener sa cravate. Comment ça s'appelle? Quoi? Tu as oublié sa cravate? Ah merde,
Tu sais bien qu'il ne porte pas de cravate. Mais aujourd'hui, il pouvait faire une exception. Sauf que franchement, il ne la supporte pas du tout. Que voulez-vous? C'est dans sa nature, mon Siméon. Il ne veut jamais se faire remarquer. Lui qui aime la discrétion, il serait surpris de voir toute cette animation autour de la maison. Oh, vous allez le découvrir vous-même. Viens. Reste là. Des chorales improvisées de jeunes qui arborent des t-shirts à son effigie. Ah! Des pancartes de bienvenue affichées dans toute la rue pour lui faire une aide d'honneur. Et tout cela après notre départ. C'était imprévu. Totalement imprévu. Comme si c'était improvisé. Je crois quand même que ça devait couver depuis longtemps. Mais nous ne l'avions pas vu venir. Ce n'est pas plus mal que nous ne l'ayons pas vu venir. Mais qu'est-ce que tu as pu leur dire aux journalistes? Pas grand-chose. Je n'avais pas grand-chose à dire. Mais tout de même... C'est une agence américaine, je pense, qui t'a interviewé. Rappelle-toi, tu as commencé à dire des choses passionnantes. Passionnantes? Ah, c'est trop dire. Mais c'est vrai. Ils auraient voulu que je leur parle du dernier jour où je l'ai vu. Et c'était quand? Le dernier jour que tu l'as vu? C'était le jour où ils sont venus le prendre le bon matin. C'était d'ailleurs lors de sa dernière arrestation. Ce jour-là, je venais vous apporter du pain de manioc que j'avais acheté la veille sur la route du village. Un gros panier à salade était garé devant votre maison, avec plein de voitures et de voisins tout autour qui se demandaient ce qu'il y avait encore dans le pays. Je me suis approchée et je l'ai vu menotté au fond du véhicule de police. Je me souviens que les enfants étaient partis à l'école et que j'étais allée chercher des médicaments à la pharmacie. Tellement qu'il avait été brûlé toute la nuit. Ces crises de palu prenaient toujours une tournure qui me faisait peur. Pourtant, au matin, il semblait aller mieux. À mon retour de la pharmacie, il n'y avait plus personne. Ce sont les voisins qui m'ont alerté qu'à peine j'avais tourné le dos, la police était venue le chercher. Mon Dieu! Je ne croyais pas que c'était dans de telles circonstances. C'était dans ces circonstances-là. Et je m'en veux encore de ne pas avoir aidé. Mais tu as fait ce que tu devais faire. Que pouvais-tu faire d'autre? Mais rien d'autre qu'être là. Vous comprenez? Être là. Être là. Il est parti avec 39 de fleurs. Et de le voir partir sans que je puisse intervenir. Crois-tu que cela a été moins atroce pour moi? Mais moi, je suis son épouse. Hey. Peux-tu imaginer ce que j'ai dû endurer face aux enfants à qui je suis obligée de mentir jusqu'à ce qu'ils ne devinent la vérité par eux-mêmes? Écoutez, ce n'est plus le moment de s'appesantir sur ces souvenirs douloureux. Ces douleurs sont légitimes, mais quoi de plus naturel que de les exprimer? Mais nous ne devons pas terminer le bonheur de le retrouver aujourd'hui. Qui sait ce que lui aussi a souffert? Avons-nous tant besoin de réveiller nos malheurs? Hein? Nous sommes là pour la paix. Et le moment est au retrouvailles, à la joie. Azaliko ya makolo ezana zela. Azaliko ya Siméon. Azaliko ya makolo ezana zela. Vous savez, ce jour-là, quand il m'a vu effondrer et muet de peur, il a tout juste fallu donner un petit coup d'œil dans ma direction pour me dissuader de pleurer. J'ai ressenti dans son regard toute l'amplitude de son exigence à tenir le coup, à garder courage. C'est du ciment tout craché. Je l'ai toujours rêvé. Imaginons d'écrire les gens et d'en faire quelque chose, quels que soient les obstacles. Oh, mais il ne s'agit pas seulement de courage, mais d'obstination à ne pas renoncer. C'est à ce moment-là
ils ont décidé de le juger. Contrairement au code d'avant, ils ont tenu en effet à le juger. Comme si le tribunal là pouvait faire la vérité et tout. Hein? Et il le fit. Sauf au moment de mettre en exécution leur condamnation. Un tollé s'est fait encore. Oh, la présidence et le journal du pays ont été envahis de télégrammes de protestation venant de partout. Notre maison en était remplie. Du fin fond de la Patagonie jusqu'au désert du Canada. Des télégrammes pleuvaient. Qui exigeait sa libération? Ah, Siméon. Tel est mon petit Siméon. Cette baraka unique, ce bonheur qu'il partage et qui lui est rendu au sanctuaire. Tu te souviens de ce qu'il avait dit le jour du procès? Oui, mère. J'ai tout retenu. Tout. J'ai même forcé les enfants à la prendre comme une récitation. Tu as raison. Je le vois encore à la télévision. Frappé dans sa dignité. Se lever du banc des accusés pour entendre la sentence. Et lorsqu'à la fin le juge lui a demandé, vous avez un dernier mot? Il s'est avancé vers le micro, a levé la tête en direction de l'assistance, avec ce sourire espiègle des grands jours que je l'ai toujours connu. Ce sourire qu'il arborait quand il avait trouvé la réponse à un problème. C'est bien ça, c'est bien ça. Et lorsqu'il a prononcé le premier mot, je ne me suis pas empêchée de pleurer. Moi aussi j'ai pleuré. Pas de colère, mais de joie. Le lendemain, tous les élèves de mon école avaient dans leur cahier d'exercice les morceaux choisis de sa plaidoirie. Vous vous souvenez quand même? Je me serais tué, monsieur le président, si ceux qui nous condamnent aujourd'hui et qui nous envoient à la mort se trompaient. Mais ils ne se trompent pas. Ils font leur devoir, comme nous avions fait le nôtre. Résister contre vents et marées. Nous sommes des arbres dressés, debout, dont les ramifications tissent des rhizomes. Rhizomes? Mais où va-t-il chercher des mots si compliqués? Totalement dans ce moment. C'est comme si tu disais un livre. Et la suite. Je veux entendre la suite. Tu m'as fait couper la parole, j'ai perdu la suite. Quand bien même l'arbre est couché, ou débuté pour faire du bois de chauffe ou des planches, ça ne sera mieux que pour réchauffer ou protéger ceux qui souffrent du froid et des prédateurs que vous êtes. Ceux d'en haut ont dressé un mur entre eux et nous. Mais ils savent que notre liberté n'est pas à vendre, car elle n'est pas à leur portée. Et l'entreprise qui consiste à nous briser, sous prétexte que nous serions responsables du chaos que vous engendrez vous-même, n'est pas un acte de civilisation. Elle échouera par la vanité de son activité. Arrête. Arrête. Mais il faudrait savoir, faut-il que je me rende ou que je poursuive? Arrête. Rien qu'entendre ces mots, mon cœur se fend de nouveau. Ces paroles ont quelque chose d'inouï, de pas commun. En perçois-tu le sens profond? Bien sûr, sinon je ne les aurais pas prises par cœur. Pour toi, ce n'est qu'un simple discours. Mais entends-tu ce qu'il y a derrière les mots? Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Mais ne sentez-vous pas que ce n'est pas lui qui prononçait ces paroles? Et qui donc? Souvenez-vous. Sa voix.
Les intonations et le timbre de sa voix avaient totalement changé. Comme si deux mondes s'étaient donné rendez-vous en nous. Ceux qui sont partis et ceux qui vont venir. Le futur et le passé se tenant par la main à ce moment précis ont fait de nous le défenseur du passé et le messager de l'avenir. Comment voulez-vous qu'ils ne trahissent pas? Depuis qu'il n'est plus là, deux mondes aussi se télescopent en nous. Deux mondes de souffrance. Celui de l'interminable attente qui chaque jour nous brise un peu plus. Et celui de la peur panique de ne jamais savoir si on le reverra un jour. Oh, l'attente est interminable, mais l'espérance vient toujours. Et quand elle est au rendez-vous, elle est encore plus belle. Parce qu'elle a été toujours là, même qu'on avait oublié de la voir. Avec l'attente, les espoirs, les névroses, les larmes, tout cela nous force le temps. Dans le secret des retrouvailles, qui diffèrent jusqu'aux désirs les plus profonds, par crainte de les réaliser. Oh, trop vite, trop vite. C'est pourquoi Siméon dit que tendre vers la vie, c'est se jouer d'elle. De la vie ou de la mort? De la vie, bien sûr. Du moins, c'est ce qu'il dit. Pourtant, c'est la vie qui se joue souvent de nous. En apparence seulement. Car la mort se prête en nous laissant en vie des guerres lasses. La vie sans nom, à laquelle nous avons été réduites, n'est pas une vie, mais une mort programmée. Siméon dit toujours qu'il faut parier sur la vie. Et son triomphe contre la mort, pourtant inéluctable. La mesure de ce pari est le sacrifice à l'apogée du désir, qui habille notre humanité de son envergure exceptionnelle. C'est qu'en y renonçant, on se porte candidat à la lâcheté et à ses remords. En y cédant de manière radicale, on tombe aussi dans le fanatisme morbide. Mais on ne peut considérer Siméon de fanatique. C'est un résistant. Le fanatisme morbide nie l'humanité. Le sacrifice véritable, la sublime, se nourrit d'elle et la rend subversive. Il dit également qu'on n'est pas humain à n'importe quelle condition. Et le sacrifice nous est devenu insupportable pour les besoins de notre confort individuel. C'est pourquoi on parle souvent de lui comme d'un rebelle. Hein? Ah bon? Et qui ose dire ça? Dans les quartiers. On l'admire même pour ça. Après tout, si rebelle signifie poète de la liberté, pourquoi pas? Dans la tourmente où nous sommes plongés, je l'ai toujours perçu pour ma part comme un veilleur, une sentinelle de l'intégrité humaine. Et moi, comme quelqu'un qui veille sur le ton de la révolte. Et les veilleurs, on en a besoin par des temps qui courent, où la grandeur humaine demande à être reconquise. Pas que par les temps qui courent naturellement, mais il faut les convaincre, les rendre durs et durs. Mais parce que nous sommes rarement à la hauteur. C'est à se demander à quelles conditions nous faut-il vivre pour que la vie nous soit supportable. Je me le demande parfois. Tu lui poseras la question quand il sortira. Arrêtez de penser que ça sera le moment d'embêter Siméon avec ce genre de questions. Il aura d'autres choses à faire quand il sortira. Je disais ça un peu comme... En fait, je n'avais pas de réponse. C'est ma faute. C'est ma faute. Je voulais juste savoir ce qu'il aurait dit à ce moment précis. Il a tellement de choses à dire. Mais il faut savoir l'entendre. Car Siméon parle une langue que personne ne veut comprendre. Parce que c'est la langue du cœur, avec le vocabulaire de tous les jours. Pendant que je pense. La dernière fois qu'il est sorti de prison, son corps était recouvert de traces de brûlures. D'oscarification imprimée au râteau de feu. J'ai été prise de l'espace irrépressible
de colère et de larmes. Contrairement à son habitude, il n'a pas dit « ce n'est rien ». Mais ce n'est qu'un corps. Il aura le temps de se reconstituer. Mais je lui dis, mais ce corps est aussi le mien. Je souffre de le voir mutiler. Il m'a regardé. Puis il a ajouté. La souffrance est la plus de mais dans la souffrance, nous ne sommes pas seuls. Il n'y a pas que nous seuls face à la toute-puissance du bourreau. Il y a le fourmillement de la grâce d'être dans le noyau rayonnant de l'amour. L'amour de ceux qui vous aiment, qui vous attendent et espèrent. Alors, le corps se détache de l'esprit qui le regarde, haletant et suffocant sous les traîtres du bourreau, qui croit là tenir sa victoire. Mais la torture continuelle, c'était monotone et susceptible d'être détectée. Mais le plus dur a été la menace qu'on a fait peser sur lui à propos de sa femme. Des menaces de mort pour les enfants. Un homme posé devant notre maison, chargé de nous surveiller jour et nuit et de colporter les ragots les plus démentiels. Hé! Simeon est mort, il a trahi, il a signé un pacte avec eux. Sans oublier les intimidations, les agressions physiques, les chantages sexuels. C'est scandale, c'est scandale. Et jamais tu ne nous en as parlé. En quoi cela aurait-il servi? Simeon dit que chacun de nous est composé d'une part séraphique qui attend son heure pour se déployer. Et il ajoute, heureux celui qui meurt des mains du bourreau, mais plus heureux encore celui que la mort épargne, car il lui reviendra de répandre ce parfait tenace d'humanité que l'on ne rencontre guère dans la vie ordinaire. Parfum d'exaltation bien puissant. Et qui a le pouvoir d'ébranler même le tortionnaire, pris en flagrant délit d'excès de dépense de lui-même. À moins que le ressort ne soit à jamais brisé, car tel est le but. On a toujours voulu punir Simeon d'un crime qu'il n'a jamais commis. Mais de quel crime aurait-il pu être accusé? Et comment aurait-il pu le commettre? Comme si c'est embarrassé, que ce soit véridique ou pas. Il faut bien accuser quelqu'un des crimes qu'il commet. Si tu savais que le regard d'en face était déjà un crime. Un crime, mon nous les réalisons toujours chercher les combats. Mais pour que tu parvenir, il leur fallait briser la bête, la faire taire. Car même en prison, il leur tient tête. Il le regarde en face. C'est comme ça qu'ils agissent. À l'intérieur, ils croient les accusés pour légitimer la punition. À l'extérieur, ils fabriquent du mécontentement. On nie leur responsabilité dans l'évidence de ce qui existe. Mais c'est peut-être ça l'au-delà de la souffrance dont ils parlent et qui donne son sens. Kampecha na chukula we na tiaje kushikunkakula kuna miongo ditalange mie kuna londe kuna kampecha na chukula we na tiaje kushikunkakula kuna miongo ditalange mie kuna londe kuna kampecha na chukula we na tiaje kushikunkakula talange mie kuna londe kuna kambecha na chukula we na tiaje kuzikunka kuna. Son père m'a dit un jour, je ne tiendrai pas le coup de le revoir. Il vaut mieux que je parte maintenant pour ne pas avoir à mourir le jour de sa sortie. Le jour où il est mort, Simeon a été privé de la permission dont il aurait pu bénéficier. Il m'a fait parvenir un mot par un gardien. Un mot griffonnant la hâte en hommage à son père. Un mot que je garde toujours avec moi dans mon sac. D'ailleurs, tous les mots de Simeon, je les garde toujours avec moi dans mon sac. Père bien-aimé, dommage que je n'ai pas attendu que je te dise au revoir.
Mais laisse-moi te dire merci pour toute la force que tu m'as transmise. Et sache que je n'ai pas pleuré par amour pour toi. Pour que celui qui m'a fracassé la tête contre le mur ce matin n'exulte pas. Repose en paix. Je ne me bats plus pour rester en vie, mais pour garder au fond de moi l'héritage de ta paix intérieure. Mon Dieu, tu ne nous as jamais fait part de zéro.